RCF. Bienvenue, c'est le 18-20 qui démarre dès maintenant sur RCF Vaucluse. En ce mardi soir, nous retrouvons votre première heure économique avec les EDC, l'écho des décideurs et tout de suite le boulevard des entreprises avec Patrick Knippiller qui reçoit la société Urbaco qui fabrique un produit qu'on rencontre de plus en plus dans nos villes, les bornes escamotables. Startup Weekend pour apprendre à créer votre entreprise du 17 au 19 mars. swavn.fr. On voit de plus en plus de bornes escamotables dans les villes. D'où vient cette mode ou ce succès? À quoi servent-elles et que coûtent-elles à nos impôts locaux? On en parle tout de suite avec Urbaco, fabricant de bornes escamotables à Entraigues sur la Sorgue. Dario Bardi, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes directeur général d'Urbaco. Alors, c'est vous qui fabriquez ces bornes escamotables. Alors, à quoi est due cette endémie de bornes dans nos villes? On en voit de plus en plus. Tout d'abord, merci de votre invitation. Donc, la question Merci d'être venu. Merci. La question est très pertinente. J'ai pas une grosse expérience dans le marché de la borne, mais je pense qu'avec le temps, les villes ils ont besoin effectivement de réduire la circulation, de réduire l'impact de pollution. Donc, automatiquement, on voit de plus en plus que les villes adoptent une politique disons comme ça, de contrôle d'accès au niveau des fils, donc au niveau effectivement de son périmètre. Et alors, pourquoi on ne met pas des barrières? Autrefois, on voyait des barrières, ça paraissait plus simple comme dispositif, peut-être même moins cher. Oui. C'est quoi l'avantage des bornes par rapport à ces barrières? Je pense que ça dépend de la résistance, parce qu'effectivement, aussi, il y a un facteur psychologique. La barrière, on pense qu'effectivement, on peut la passer, on peut la défoncer avec la voiture, tout simplement. La borne, ils ont d'autres résistances, et donc, effectivement, on peut voir que beaucoup de fois, il y a des voitures qui restent coincées, ou même abîmées par des bornes. Alors c'est vrai qu'on a vu récemment dans la presse à Avignon une voiture qui s'était garée sur une borne qui était en position basse. Ouais. Le conducteur est parti et puis la borne s'est levée pendant qu'il était absent, et ce qui a fait des dégâts à la voiture. Il n'y a pas un système de limitation de poussée? Comment ça fonctionne? Oui, alors je voudrais pas vous apporter une réponse très technique. Non, voilà, si elle était très technique, voilà, tout à fait, nos auditeurs aussi. Donc, non, en effet, c'est un système de boucle de sécurité qui doit empêcher la borne de remonter quand la voiture est en train de passer. Donc, sûrement, il y a eu une défaillance, ou tout simplement que ça arrive beaucoup de fois que la voiture ou le conducteur, il passe quand même. Il essaie de faire, comme on dit, le petit train. Donc, la première voiture est passée, la deuxième, il essaie d'y passer quand même, et la borne est en train de remonter. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. C'est pour ça aussi que je pense que c'est la même question que je me suis posée. Pourquoi on ne voit pas de bornes dans les parkings? Parce qu'il y a alors, j'allais vous poser la question. Dans les parkings, je vous ai anticipé là. On voit que des barrières. C'est une question que j'allais poser. Parce que la barrière est plus réactive au niveau de la gestion, au niveau exactement des flux. Donc, la borne, il est, disons, quand on peut faire les petits trains, donc la barrière est plus réactive quand il y a un grand passage. Et c'est pour ça qu'on ne voit jamais. D'accord. La barrière se lève plus rapidement que. Exactement. Borne, Donc, du coup, le flux serait ralenti si on mettait des bornes, s'il fallait attendre. C'est exactement ça. Et après, on éviterait aussi d'avoir des petits trains, parce qu'après, c'est la problématique que vous venez d'évoquer. Il y aurait de la détérioration de voitures et peut-être même de la détérioration de bornes. D'ailleurs, les bornes, elles tiennent toutes à ce genre d'incident quand une voiture la heurte? Oui, normalement, oui. Donc, sur le marché, les bornes sont très résistants. Ça dépend du modèle, ça dépend aussi de la technologie. On voit aussi beaucoup de fois, c'est une question de mode aussi, je pense, parce que je me suis fait une petite culture, très petite, mais par exemple, on parle beaucoup de bornes fusibles. Ce sont des bornes effectivement comme au petit impact, la partie supérieure de la borne, il saute, donc il part. Et ça permet effectivement de réduire les dégâts sur la voiture. Mais ça, c'était une mode. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui reviennent et disent plutôt, non, nous, on voit effectivement des bornes qui résistent. Donc, vous voyez... Donc, tant pis pour la voiture. Tant pis pour la voiture. Donc, effectivement, je pense aussi qu'il y a une question de vague, de philosophie, de conception. Après, à chaque collectivité, sa politique. Je vois aussi que les bornes avant, on passait plutôt des bornes d'utilisation pour le contrôle d'accès des véhicules.
Et aujourd'hui aussi, il y a un fort impact, une forte, comment on peut dire, tendance à la sécurité. Oui, alors on en voit par exemple devant les distributeurs automatiques de billets, on voit maintenant des bornes qui, elles, ne se rétractent pas. Des bornes fixes. Des bornes fixes. Ce qu'on appelle bornes fixes. Et est-ce qu'avec hélas, les actes de terrorisme que connaît la France et d'autres pays européens, est-ce qu'on envisage d'utiliser ces bornes pour se prémunir d'attaques de camions ou de choses comme ça? En effet, tout à fait, vous avez tout à fait raison. En réalité, ce sont des bornes beaucoup plus costauds. Hein. Alors, j'essaie d'être très... Oui, parce qu'un camion, c'est 25 ou 30 tonnes. Tout à fait. Alors, à 70 km/h, on n'imagine pas une borne résister à ça. Non, en réalité, les bornes, il y a des crash tests qu'aujourd'hui, tous les fabricants, ils essaient de prendre comme référence. C'est les fameuses crash tests. Effectivement, il y a des bornes qui résistent à différents impacts, donc à une masse, à différents niveaux de masse des camions et à différentes vitesses. Donc, et oui, pour répondre à votre question, effectivement, il y a des bornes qui sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus résistantes, où effectivement la conception a été développée de façon différente, avec des matériaux beaucoup plus résistants, pour résister à des crash tests, et donc effectivement avoir une homologation internationale en disant, effectivement, les camions, ils résistent à... Mais ça va jusqu'à quelle masse de camions et quelle vitesse aujourd'hui? Donc, il y a des normes internationales, il y a beaucoup de normes internationales dans le sens que... Mais la technique, elle permet quoi aujourd'hui, au maximum? Aujourd'hui, nous, on a pris comme référence, donc la société Urbaco, elle est connue justement pour des bornes escamotables pour le contrôle d'accès. Depuis 2015 et 2016, la société Urbaco a développé des bornes autosécurité. On a fait des crash tests internationaux suivant les dernières normes. Donc, je répète bien, suivant les dernières normes IWA 14.1, que c'est la pointe à la référence mondiale. Tous les grands fabricants mondiaux utilisent cette référence. Cette norme, elle date de quelle année? 2013. Ce sont les dernières. Et donc, ils remplacent toutes les précédentes normes parce qu'aussi, ils sont beaucoup plus de contraintes au niveau des essais. Et par exemple, nous on a fait 3 types d'essais. Donc, on a fait un camion de 17 tonnes 5, lancé à 48 km, 64 et 80. 80 km/h. 80 km, exactement. Ce qui correspond au niveau international, c'est les fameux niveaux de sécurité K4, K8 et K12. Quand on parle de crash test, on sait que pour les voitures, par exemple, c'est fait à 45-50 km/h voilà, maximum. Tout à fait. Donc 80, avec une masse que... Ouais. Ça dépend après des crash tests qu'on va voir parce que les normes sont suffisamment complètes. Et 80 km/h, un camion qui fait quel poids? 7 tonnes 5. Mais 7 tonnes 5, après, il est lesté après. Il y a de la masse, donc il monte beaucoup plus au niveau de la masse. Et la grosse différence qu'il y a suivant les dernières normes, le 2013, que la masse, il n'est pas en mouvement. La masse doit être fixée. Fixée, exactement. Donc, durant le crash test, vous n'avez pas exactement la dispersion de la masse cinématique. D'accord. Donc, au niveau de la résistance à l'impact... Et donc, vous arrivez à construire des bornes qui répondent à cette norme-là? Tout à fait. Et il y a d'autres constructeurs que vous? Oui, bien sûr, il y a d'autres constructeurs. On n'est pas les seuls. Mais une borne qui résiste à ça, je veux dire, le matériau est mis en cause, mais également le socle, le bâti sous terre. Je suppose qu'il y a toute une structure. Comment ça marche? Oui, c'est pas seulement la borne, effectivement. Il y a tout comme on dit, la fondation d'optimisation, il y a tout le scellament, donc toute la masse du béton. La fondation. La fondation, exactement. Nous, on a fait tous les crash tests, donc tout le travail de conception et aussi de vérification. Et combien de temps la société Urbaco a mis pour mettre au point les études de ce type de matériel? Les bornes étaient déjà développées, si vous voulez. Les bornes étaient déjà développées. On avait déjà fait des installations, mais après le groupe Camé, parce que nous appartenons au groupe Camé, il a décidé... C'est un groupe italien, c'est ça? Oui, tout à fait, un groupe italien qu'après, éventuellement, j'ai proposé après. On en parlera dans la suite de l'émission. On en parlera après, justement, tout à fait. Donc, on a mis beaucoup de temps parce qu'on a dû redésigner les bornes, on a dû concevoir de nouvelles bornes, donc de nouveaux matériaux. Et on a fait la conception, donc on a fait toute la conception des études de simulation en Angleterre directement.
En Angleterre. Voilà, tout à fait. C'est le cabinet de référence au niveau des crash-tests et tous les grands fabricants mondiaux, ils utilisent ce cabinet comme référence. Ah d'accord, c'est un cabinet anglais donc. Anglais, oui. Mais alors, si ces études ont été longues et si vous avez dû sous-traiter les essais aux Anglais, ça coûte combien les études d'une borne comme ça? Ah, beaucoup. Donc, c'est disons, des données confidentielles, mais on a beaucoup investi. C'est plusieurs centaines, on peut donner un ordre de grandeur, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que la conception. Non, pas 10 millions d'euros, mais des milliers d'euros, voilà, tout à fait. Ah oui, c'est que la conception. Ça veut conception, après, pratiquement, alors je voudrais, pour parler un peu simplement, on a payé des camions pour les détruire. Oui, je comprends bien. Oui, donc, on a fait d'abord au niveau du crash-test, on a fait de la conception, on a fait de la simulation mathématique. Oui, après on a fait de la fondation optimisation, donc la fondation les fondations, on a conçu les fondations. On a fait des simulations statiques et dynamiques pour regarder exactement quelle était la meilleure hauteur de la borne. Parce que alors, nos bornes sont hautes 1 mètre, mais on se rend compte que beaucoup de fois, si la borne elle est beaucoup plus basse, vous avez un effet de levier, donc de rampe, sur la borne. Donc, on a fait différentes simulations mathématiques avec ce cabinet. On s'est rendu compte effectivement que la meilleure hauteur, c'était 1 mètre. Parce que ça permettait effectivement de réduire. Mais ça, c'est pas confidentiel comme résultat, parce que de toute façon, on les verra. On les verra. Vous voyez les différences d'un constructeur à l'autre. Chaque constructeur, il a le bon. Et aujourd'hui, vous avez déjà des clients pour acheter ces bornes, parce que tout le monde n'achète pas des bornes qui résistent à des camions à 80 km/h. Hein. Tout à fait. Dans le sens que le groupe Urbaco, pratiquement 50% de ce chiffre d'affaires, il est fait à l'export, au travers du groupe Camé. Donc, on a des clients. Je suppose que vous en vendez en France aussi, non? Parce qu'on est quand même. Après l'événement de Nice. Justement, vous avez tout à fait raison. Donc, actuellement, la promenade des Anglais, il y a un grand projet en cours d'installation des bornes, de mettre en sécurité la promenade des Anglais. Eh bien, nos bornes que vous voyez, maintenant, vous pouvez les voir directement sur la promenade des Anglais, c'est les bornes Urbaco. Ah, et ce sont déjà des bornes qui résistent à ces fameux camions. Oui, tout à fait. Elles sont en place depuis quand Alors, ils commencent à l'installer maintenant. L'installation s'est fait, il a démarré depuis 1 mois, et donc ça va terminer. Il y a la mise en sécurité de la promenade des Anglais, s'est fait en plusieurs parties. Donc, on a fait pratiquement la phase numéro 1, la tranche numéro 1, elle est en train d'être finalisée bientôt. Et ça, ce sont évidemment des bornes fixes, contrairement aux bornes escamotables. Non, il y a du tout. Donc, nous, on décline nos produits. On peut aussi faire de l'escamotable dans ce type de borne? Oui, tout à fait. Il y a de l'escamotable, bien sûr. Alors, et de l'escamotable par un système électronique, ça ne peut pas être piraté, ça, le système électronique? Non, alors, d'abord, c'est un système hydraulique. Voilà. Mais il n'y a pas une commande électronique? Oui, alors exactement, il y a un système de raccordement, donc bien sûr c'est confidentiel, sans entrer dans le détail. Bien sûr. Mais je voulais vous répondre à votre question. On n'a pas seulement le modèle de borne fixe, aussi amovible et aussi rétractable. Donc notre gamme elle est complète, dans les 3 niveaux de sécurité. Et justement, à la promenade des Anglais, ils ont la métropole de Nice, elle a choisi, donc elle a homologué notre produit, la 140, qui tient à 64 km. Un camion de 7 tonnes 5 lancé à 64 km. Bon, quand on verra ces bornes sur la promenade des Anglais, on pensera à vous, Monsieur Bardi, et la société bien que je ne tiens pas trop à faire communication parce que c'est un peu délicat, et toujours parler du business et en même temps aussi de l'éthique. Après ça ne veut pas dire pour autant qu'on est content qu'il y ait du terrorisme, bien entendu, mais il faut bien se prémunir contre ces actions-là. On se retrouve après un petit morceau de musique. À tout de suite. D'accord, à tout à l'heure. Nous nous retrouvons dans Boulevard des entreprises avec Dario Bardi, directeur général de l'entreprise Urbaco, située à Entraigue-sur-la-Sorgue, spécialiste dans le mobilier urbain et en particulier dans les bornes escamotables. Alors on a parlé des raisons pour lesquelles les collectivités commandent de plus en plus de bornes. On a beaucoup parlé aussi des développements, des innovations qu'ils font, en particulier sur des bornes de grande solidité qui permettent d'arrêter des camions à lancer à des vitesses qui peuvent atteindre 80 km/h. On imagine pourquoi aujourd'hui Urbaco développe ce type de bornes qui ont d'ailleurs été commandées déjà par la ville de Nice. Alors Dario Bardi, directeur général d'Urbaco, parlons un petit peu maintenant de l'entreprise Urbaco. Quelle est sa structure? Donc, tout d'abord, la société Urbaco, c'est une filiale du groupe italien Camé. Camé. Voilà, tout à fait. Donc, on a quand même une structure de PME, mais avec un groupe solide, donc une assise financière, un groupe solide. Et ce groupe Camé, il fait quoi? Alors, ce groupe Camé, il est basé à Treviso, à côté de Venise. Donc, c'est 1420 personnes.
et s'est diversifié. C'est un groupe qui il est né dans le portail automatique. Tout le monde connaît Camé parce que c'est la barrière automatique. Mais en réalité, c'est un groupe qui dans les années s'est diversifié. Il a fait de la croissance externe et s'est diversifié à l'international. En 2014, il a racheté aussi s'est diversifié dans les parkings. Donc, effectivement, il a racheté une société Parcar en Espagne. Et alors, donc la filiale Urbaco, qui est à l'Entraigue-sur-Sorgue, c'est combien de personnes, Urbaco? Alors, Entraigue et Urbaco, c'est une société de 40 personnes. Et vous avez quel type de profil? Un peu tous les profils. Donc, il y a des personnes qui sont expérimentées, qui sont attachées à Urbaco, qui sont présents en Urbaco. Des techniciens, ingénieurs? Oui, techniciens, ingénieurs. Après, on a aussi beaucoup de jeunes qui sortent de l'école de commerce. Donc, on a des profils un peu variés. Après, on a des jeunes, comme d'autres parts, qui sont 3 à 4 ans de société, comme d'autres personnes qui ont une forte expérience. Ça fait 20, 25 ans exactement de société. Donc, je pense qu'ils sont juste panaches. Et Entraigue-sur-la-Sorgue, vous fabriquez, mais vous concevez, vous avez un bureau d'études en particulier. C'est là qu'ont été conçues les bornes qui résistent aux camions? Tout à fait, exactement. Donc, les tests ont été faits en Angleterre, on a compris. Les tests, on a fait en Angleterre. Ils ont été conçus chez vous. Mais conçus exactement. Donc, vous avez une équipe d'ingénieurs solide quand même. Oui, alors. tout à fait. Alors, les ingénieurs et après des personnes sont très attachées à la société, donc s'impliquent directement au quotidien, au développement des produits. Donc, ce sont des gens motivés, c'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait. C'est important, vous savez, la motivation, le travail en équipe, la transparence, l'envie de faire quelque chose ensemble, c'est important, c'est très important. Ça, c'est les valeurs humaines que vous essayez d'insuffler dans votre entreprise, Dario Bardi? Oui, c'est très important, oui. Je pense qu'effectivement, en même temps, il faut être rigide, mais je pense que c'est pas rigide, il faut être rigide dans la direction, dans l'orientation. Il faut donner un cap, il faut le suivre. Donc, c'est important que tout le monde suive ce cap et en même temps avoir un esprit, la même éthique que je viens de dire, donc la transparence, le plaisir de travailler ensemble, travailler dans la transversalité et c'est important. Vous avez des projets de croissance, vous êtes en pleine croissance, vous stagnez? Alors, disons que 2015-2016, on était plutôt stable, avec une légère croissance, plutôt stable, mais effectivement, avec la nouvelle gamme de produits, on a beaucoup rationalisé la gamme, donc on a beaucoup fait d'investissements, donc effectivement, on est plus propense disons comme ça, à la croissance qu'à la stabilité. Voilà. Et vous, Dario Bardi, alors outre le fait que vous êtes italien, ça s'entend un peu quand même. Très bien, voilà. J'essaie de bien parler doucement, j'ai fait un effort. Mais vous parlez très bien, on aimerait parler l'italien comme vous parlez le français, vous inquiétez pas. Alors, je vous remercie bien. Vous faisiez quoi avant? Vous venez d'où? Quelle est votre histoire à vous? Donc, mon histoire, j'essaie d'être très synthétique. Donc, bientôt... Oui, parce qu'il nous reste que 2 minutes. Voilà, j'ai 53 ans, donc 26 ans en Italie, 26 ans pratiquement en France. Ah, vous êtes un biculturel alors? Oui, tout à fait. Donc, j'ai étudié, j'ai grandi toute ma jeunesse en Italie. Je suis né à Florence. À Florence, c'est une très jolie ville. Oui, très jolie Catherine ville, de Médicis. Voilà, beau souvenir. Et en 1990, donc, je suis arrivé en France. Donc, je suis marié avec une Française. J'habite à Saint-Raphaël, j'ai 3 enfants. Et mon parcours, c'est un parcours, je suis ingénieur avec des études aussi après pour la suite, un MBA en Business Administration. Ah, donc vous êtes dans la technique et dans le business depuis le début. Alors. Et vos jobs précédents, vos postes précédents, ça a toujours été dans des postes de manager ou vous avez fait aussi de la technique? J'ai commencé à manager très tôt. J'ai commencé en production pour après grandir, évoluer dans la partie commerciale et stratégique, financière, donc dans la direction d'entreprise. Et j'ai toujours soit géré des filiales italiennes en France, soit vice-versa des filiales françaises en Italie. Et parce que voilà, il suffit pas d'être bilingue, il faut aussi être biculturel, ça permet de savoir comment s'adresser aux gens en fonction de leur nationalité, de leur propre culture, c'est ça? Tout à fait. On ne gère pas une société en Italie comme on le gère en France. Donc, et on ne s'adresse pas aux clients de la même manière non plus? Même pas de la même façon, et même pas de la même manière. Et au restaurant, on leur fait pas manger les mêmes choses? Surtout pas. Voilà, là chacun, mais je pense qu'on mange très bien en Italie, comme on mange très bien aussi en France. Donc, et c'est vrai que comme il y a une similitude entre la France et l'Italie, que les plus beaux affaires, les affaires les plus importantes, on les fait à table. Ça oui, c'est voilà. Pareil. On a quand même des points communs dans nos deux cultures et la table effectivement en est un. Mais on va rester sur cette parole sympathique. D'accord. Le business c'est aussi de la gastronomie et des bons moments à passer ensemble. Merci Dario Bardi d'Urbaco d'être venu sur RCF. Je vous remercie beaucoup et merci encore. Voilà, au revoir. Au revoir.